Bonjour. Voilà, on va mettre Charlie Niobé dans un cadre. Alors, tu es sur Bota News et sur Côte d'Ivoire.news. Alors, on a eu l'occasion de voir, d'entendre au cours de cette soirée Gala Classe 2017. Donc là, si tu passes une fois, tu passeras une autre fois, c'est ça? Là, c'était juste l'entrée, quoi. Là, c'était l'entrée. C'était l'entrée. Je sais même, en fait, je sais même pas. C'est une organisation, je dirais gabonaise. Parce que là, je sais même pas. Ça se trouve, ils vont m'appeler. Mais Charlie, Ouais. tu reviens à la fin. Ouais, tu reviens à la fin. Je Voilà. sais pas du tout. Je sais pas. Qu'est-ce qui, voilà, selon le président, selon son excellence, Didier. Tout à fait. Voilà, Didier Simba, Didier Simba, bien évidemment, il faut préciser. le président de Action Prépa Gabon. Président d'Action Grâce à qui Prépa. nous sommes là aujourd'hui. Effectivement, un grand homme. Alors, Charlie Niobé, est-ce que tu pourrais te présenter à toutes les personnes qui te découvrent sur Obota News et sur Côte d'Ivoire.news? Alors, je m'appelle Charlie Niobé, je suis originaire du Cameroun. Je suis franco-camerounais, je suis issu de la scène du Jamel Comedy Club. J'ai aussi fait un petit peu le festival de Montreux, je sais pas si tu connais un petit peu, voilà, un très grand festival. Et j'ai fait pas mal de vidéos sur internet, pas mal de vines sur Facebook qui ont pas mal tourné, qui ont fait le tour du monde. Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté un peu. Parce que j'ai tourné beaucoup avec mon spectacle en fait. En gros, je suis en tournée et j'ai pas le temps de me poser, tourner, faire des montages et tout. Voilà. En fait, j'ai pas cette énergie en fait. Car avant, je gérais tout seul en fait. Je gérais mes spectacles et mes vidéos tout seul. Alors justement, comment on commence et comment on se fait remarquer par Jamel Debbouze? Comment? En fait, j'ai fait une scène ouverte au Comedy Club. Moi, à l'époque, je connaissais un peu quelques membres du Jamel Comedy Club avant d'intégrer le Comedy Club. Je les connaissais, du coup, je les fréquentais. Et ils m'ont proposé de jouer un soir, tout ça. Est-ce que ça te dirait de jouer? Et moi, j'étais pas prêt. J'ai dit, non, je peux pas. Et j'ai dit oui. Il fallait pas le faire. Mais bon, après, ils m'ont connu. Ils m'ont connu sur un beat, on va dire. Ils m'ont rencontré. Ils t'ont connu sur un bide? Sur un bide, ouais. Le bide, c'est quand tu fais une vanne, personne ne rigole. Et Personne ne rigole. Ça, voilà, c'est pas la joie, ça. Ça fait mal. Ouais, ça fait. Juste en parler encore, j'ai l'image en fait. Je voyais moi c'était le couloir de la mort en fait. Carrément. C'est l'équivalent. Tu vois les autres qui te regardent, et ils sont Personne gênés, ne qui rit, sont la gêne. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ça c'était très dur. Et quand ça arrive, on a envie de s'arrêter ou bien on se dit. Moi, si je pouvais avoir un bouton où je pouvais disparaître, ou peut-être faire oublier au public cette scène-là. Genre, qui est-il? Là, voilà, mais c'est un moment où tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas facile. Hein. Et après, tu mets du temps à te remettre là-dedans, parce que parce que oui, psychologiquement, quand tu te prends un bide, c'est dur. C'est dur. C'est dur, surtout que si t'es débutant, si t'as pas l'habitude, tu te dis, il y a des soirs où ça va, des fois ça va pas. Mais pour moi, en tant que, voilà, je fais de la peine de commencer, et je me suis dit, voilà, est-ce que je veux faire ça ou plutôt que de faire la mécanique? À un moment donné, j'ai réfléchi. Mais en gros, faut être persévérant. Est-ce que tu as des modèles? Ah oui, bien sûr. Qui? Évidemment. Déjà, l'un des plus grands. Déjà à l'époque, il y avait Jean-Michel Quentin. Moi, j'aime bien ce que Antoine Mimic, c'est l'un des meilleurs pour moi. Parce que tu es camerounais. Je suis camerounais et Mimic, pour moi, c'est le top. Après, Hugo Michel, qui sont des vrais comédiens. Ouais. Après, en termes d'humour, humoriste, texte, Dieudonné, quoi. C'est juste. C'est la référence. C'est la référence dans l'humour. Et moi, j'en parle beaucoup. C'est que des fois, il y a d'autres médias, quand on parle de Dieudonné, la pub. De pour soi qui est un malaise. Mais voilà, moi, comme j'ai toujours dit, je suis passé à une chaîne de télé, je suis passé à la radio, on m'a demandé mon artiste préféré. J'ai dit, Dieudonné. Ah ouais, quand même. Il a été condamné. J'ai écouté, mais vous jugez les gens maintenant en fait. Vous voyez moi mon artiste préféré, je vous dis c'est lui. Vous voulez quoi? Vous voulez changer la vie? Vous êtes là, moi Dieudonné me fait marrer. Et sur scène c'est le meilleur. Après tout ce qui est politique autour, ça ne me concerne pas. C'est toujours ce que j'ai dit aux gens. Et parce que moi je trouve que c'est l'un des meilleurs en tout cas, surtout celui qui pique. Moi j'aime ça. Moi. Qui touche les vrais sujets. Et voilà, ça donne envie de suivre cette voie-là en fait. Alors quand même pour quelqu'un qui est arrivé en France quand il avait 12 ans, tu ne cites pas d'humoriste blanc pour ne pas dire français alors qu'il y en a quand même de bons.
Quand je Oui, dis blanc, français blanc, hein. bien sûr. Bah, il y a, bien évidemment, j'ai eu des mecs qui m'ont fait marrer, comme Gad Elmaleh, par exemple, qui est très bon, d'ailleurs. Et Jamel Debbouze aussi, qui est des références. Donc, Jamel, que. Moi, j'en ai Jamel, 100% Debbouze. Tu vois. Parlez fort. Ok, parlez fort, excusez-moi. Ouais, en fait, j'ai regardé Jamel Debbouze, et Debbouze, pour moi, c'était aussi des références. C'était la référence, en tout cas pour moi. Oui. Je pense que c'est le premier à avoir donné l'envie aux jeunes de banlieue, c'est de dire que tout est possible, en fait. En fait, tout à l'heure, je peux parler de lui parce Donner que l'opportunité, surtout, déjà avant déjà qu'il puisse avoir son lieu et avoir son émission sur Canal+, c'était une référence pour nous. Les mecs de banlieue, c'était genre putain, mais t'as vu Jamel et je vais être comme lui. T'as vu, il a réussi, c'est un mec qui vient de Trappes et tout. Alors, ce serait intéressant justement de ton point de vue à toi d'expliquer à nos jeunes qui sont en Afrique, qui se disent ah moi je dois venir en France parce que ils sont encore une image idyllique de la France, que finalement c'est mon constat personnel. Quand on est dans le ghetto ici, c'est parfois même pire que le ghetto en Afrique. Je crois. Oui. Oh oui. N'est-ce pas? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, moi ce que j'aimerais leur transmettre, surtout comme message, après ils seront libres de décider ce qu'ils veulent faire plus tard de leur avenir. Mais c'est vrai que se lever un jour en disant ouais je veux absolument venir. Moi je suis venu en France tout simplement parce que déjà j'étais jeune, j'étais petit, j'ai grandi sans ma mère. Elle était ici et ma mère a voulu à ce que je vienne en fait. Elle voulait que je vienne ici faire mes études parce que vivre seul sans sa mère là-bas, c'est pas facile. Et donc elle t'a fait venir ici? Elle m'a fait venir ici avec mon frère. Donc voilà, nous on a fait des études ici. J'ai persévéré sur déjà j'étais à fond, les études à fond. Mais je sentais que mes profs, mais d'ailleurs me l'ont dit, ils m'ont dit il faut que tu fasses de l'humour parce que voilà. Mais en fait c'est vraiment, il faut croire déjà à ses projets et surtout croire. Comme on dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à ce que tu veux faire, et bah tu fonces. Moi je viens déjà à l'époque je souffrais d'un handicap. Déjà moi je bégayais moi avant. Ah d'accord. Je bégayais énormément, j'avais des gros problèmes d'addiction. Et moi je connais pas mal de gens autour de moi qui me disaient tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver. Jamais. Ils m'ont dit c'est impossible. Même dans ma famille on me disait c'est pas possible. Et moi j'ai pas lâché l'affaire. Jusqu'au bout. Alors est-ce que tu as trouvé la force de ne pas lâcher l'affaire? Bah en fait, parce que je suis parti dans l'optique en fait, on est seul face à son avenir en fait. Je peux avoir des gens autour de moi qui me diront fais ça, fais ci, fais ça. Je vais peut-être le faire. Mais je sais plus tard, je me casserai la gueule, puisqu'en fait, c'est pas une voie que j'avais choisie, c'est une voie qui a été choisie pour moi. Et moi, je voulais absolument le faire. À la base, j'étais à fond dans le foot, je devais être footballeur pro. Malheureusement, j'ai pas de chance avec les blessures, avec les histoires de contrats qui ne sont pas faits à temps. Ok, donc, il s'avérait que l'humour était là. C'était ma... Ouais, mais l'humour était là, encore faut-il être doué aussi. Après, il faut être doué, bien sûr, bien évidemment. Il faut travailler. Et moi, ça m'a donné envie. En tout cas, derrière, je me suis dit, je vais le faire. Ma mère, sincèrement, au début, elle m'a dit, elle n'y croyait pas. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, fais pas ça. Et après, elle a vu que je lâchais pas l'affaire, malgré qu'elle était en désaccord avec moi. J'y allais tout le temps jouer dans des scènes, dans des endroits improbables. Et un soir, elle m'envoie un message, elle me dit, mon fils, courage ce soir. Et ça m'avait énormément, ça m'a beaucoup touché. Ce soir-là, je jouais devant 280 personnes. Et ça m'a touché. Et je me suis dit, je veux battre, je me suis donné à fond. Et 2 ans après, ma mère qui allume la télé, elle me voit passer sur Canal+. Ses amis, ses copines l'appellent. Ah, il y a ton fils à la télé, il a vu. C'est ton fils. C'est Charlie qui bégaye là, c'est lui qui. Il passe à la télé, il parle, il bégaye pas. Et les gens ils ont halluciné. Et comment tu t'es senti toi? Tu t'es dit victoire? Je me suis dit victoire. Et c'est surtout que ce n'est que le début. Ils ont encore rien vu. Tu vois, c'est que voilà, toujours que. Là, ils ont vu juste 20% de mes capacités. Les gens, donc là, on a vu 20% de tes capacités. Là, j'ai vu. Parce que tu improvises beaucoup là. J'improvise beaucoup. En fait, tu as une capacité de lancer le mot qu'il faut, de capter ce que les gens disent. Exactement. Beaucoup d'improvisation. Exactement, ouais. Ça s'apprend pas, ça s'apprend ou comment tu fais? Ça s'apprend pas. Moi, j'ai dû. En fait, j'ai pas pris de cours. Il y en a plein qui me disaient ouais, il faut prendre des cours de théâtre. Ça c'est faux. Je suis désolé, c'est faux puisque j'ai jamais pris de cours de théâtre. Moi je bégayais, j'ai pas été voir une orthophoniste, j'ai pas été voir
une psy, parce qu'il faut voir un psy aujourd'hui, quand tu bégayes. J'ai vu personne de ces gens-là. Voilà, et j'ai bossé tout seul. Tu as juste suivi ta voix. J'ai suivi ma voix, je me suis dit je veux le faire. Et comment je vais le faire? Je prenais un stylo, je travaillais un petit peu ma diction, je prenais un bouchon de champagne. Comme ça. Voilà, ou un bouchon de champagne, voilà, je mets un bouchon de champagne, je l'ai tout le temps avec moi, avant de monter sur scène. Tu vois? Tu l'as? Ah ouais. Tout le temps là, hop, je les mets là. Et je parle, et j'articule. Ouais. Et ça m'a aidé. Je suis pas allé une fois, ma mère elle avait des bouchons de champagne à la chambre et pensait que j'étais alcoolique. Je dis, bah non, calme-toi. Calme-toi. Pose ce couteau. C'est pour. Et voilà, en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, j'ai pas travaillé l'improvisation en fait. Au fur et à mesure, je montais sur scène, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est ce qu'on appelle la surprise dans le spectacle. C'est ça le spectacle vivant. Ouais. Quand tu arrives avec un sketch qui est déjà écrit et ficelé, les gens ressentent que en fait, tu récites une histoire. Ouais. Mais l'improvisation, ça sort de l'ordinaire en fait. Ouais, c'est le plus périlleux quand même aussi dans ce métier-là. Et c'est le plus dur. Il n'y a rien de plus dur que l'improvisation. J'en connais plein, j'essaye, mais c'est pas facile. Mais moi, là ce soir, je me suis même pris sur moi. Des fois, je vais plus loin que ça. Ouais, parce que c'était voilà. C'était limite cours de sexualité, on dirait. Ouais, effectivement. Ouais, en fait, je parle. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai bien. Oui, Fabien, tu dis? Non, je voulais lui poser une question. Comment il a su qu'il était fait pour ça? À quel moment dans l'enfance ou l'adolescence? Bon, écoute, le chômage. La vérité, c'est le chômage. Ça, j'étais en galère de thunes. Je me suis dit, bon, allez, je pense que là, t'es bien pour voir si. Non, en fait, non, je l'ai su quand. Je l'ai su. C'est à l'école, c'est au lycée, c'est mes profs qui me disaient. Qui disaient que tu fais rire les gens autour de toi. Même mes profs, des fois, j'arrivais en cours, ils me disaient, attends. Parce que j'avais tout le temps. En fait, j'étais toujours derrière. Je sortais toujours une blague subtile qui derrière toute la classe. En fait, en gros, ce qui était bien, c'est que je ne bougeais pas en fait. Je sortais la vanne, tout le monde se marrait, la prof disait mais qui a fait cette vanne? Qui a fait ça? Et moi j'étais stoïque. Le gars gentil quoi. Mais les profs, ils m'aimaient bien, j'étais bavard certes, mais pas méchamment, mais toujours des vannes en fait. Je vannais tel comme tel pote. Et un jour mes profs m'ont dit, et les surveillants, ils se sont concertés, m'ont dit c'est Guillaume, on est désolé, je pense que vous avez raté votre vocation. Ouais. Vous êtes fait pour faire du bon. Mais là, tu l'as pas raté. J'ai pas raté. Mais au début, il me disait, tu perds un peu ton temps ici. Ouais. Je disais, bah, monsieur, il y a la cantine quand même. Donc voilà, c'est pour ça que j'y allais. Il y avait la photo de classe aussi. Et il me fallait. Finalement, l'humour, j'ai l'impression que ça te sert aussi pour dénoncer des choses qu'on doit dénoncer. Effectivement. Bah, en fait. Quel est le sujet d'actualité qui te... Le sujet d'actualité qui me touche beaucoup. En ce moment, il y a la Libye, et en plus, il n'y a pas que la Libye. Et ce qui me touche énormément, c'est qu'on n'en parle qu'aujourd'hui. J'ai commencé à en parler de la Mauritanie avant que l'histoire de la Libye tombe. On m'est tombé dessus, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, j'ai dit, ouais, mais tu penses que ça fait rire les gens, et ils ne sont même pas au courant de cette histoire, mais arrête, vas-y. Et moi, j'aime pas quand on essaie de me contrôler en fait. Et malheureusement, j'ai commencé à en parler de la Mauritanie. Et j'ai commencé à dénoncer en disant, mais vous savez ce qui se passe là-bas? On vend des gens, carrément, un être humain, il est vendu à 100 €. En Mauritanie, les gars, vous vous rendez compte, il y a l'esclavage. Aujourd'hui, je me suis dit de mon vivant, je me suis dit déjà à l'époque que ça existe, mais aujourd'hui, que cette chose aussi horrible puisse y arriver, en 2017, avec, on va dire, avec la modernisation qu'on a pu avoir, on ne peut pas rester indifférent. Comme disait, c'était le poète, j'ai oublié, il disait que le plus dur dans l'histoire, c'est surtout de voir en fait, les différences des autres. On a beau leur montrer des images, leur dire regarde ce qui se passe là-bas, c'est grave. Il faut. C'est loin. Alors, il y a aussi un sujet que ça revient à l'ordre du jour et je pense qu'on commence aussi à changer de point de vue par rapport à ça. C'est la question du nègre ou du noir émotif, dans l'émotion. Alors on caricature beaucoup par rapport à ça, mais finalement on se rend compte qu'on est tous dans l'émotion. Le blanc, l'asiatique, on est tous dans l'émotion, mais à quelques degrés différents. Le noir est très émotif. Et c'est ça justement qui tue le noir aujourd'hui. Tu penses? Je pense. Le noir a été trop, mais vraiment... c'est justement c'était ses faiblesses que c'est je dirais on va pas se voiler la face, la plupart le monde entier
On a profité de ça. Il y a les Asiatiques, il y a les Européens, il y a les Arabes aussi. Tu vois, ils ont profité du fait que le noir, c'est quelqu'un de très émotif. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui. On ne sait pas contrôler les émotions. On ne sait pas contrôler, voilà, non, on ne sait pas. Et c'est ça justement, malheureusement, qui nous pousse à se dire que, à un moment donné, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête parce que plus on est comme ça, et plus on manque de respect. Puisqu'on dit, ça se voit, ouais, c'est les nègres, c'est des nègres, voilà, ils sont... On ne prend pas au sérieux. On ne prend pas au sérieux. On ne prend jamais au sérieux parce qu'en fait, on va se lever demain pour faire une manifestation. Et c'est vrai, la manif, et ils ont fait une manif, et après, il n'y a pas de suite. Il faut faire une manifestation tous les jours. On a vu ce qui se passe en France quand ils ont voulu faire le mariage pour tous. Ils ont manifesté tous les jours. Malgré cela, même si la loi est passée, mais au moins, ils ont pu imposer une loi. Il y a des articles qui ont été modifiés sur cette loi. Grâce au fait que la mobilisation, mais surtout les Noirs, tu vas les dire, oui, venez tous, ils vont se lever, pas tous. Il y en a, ils ont prévu de partir en soirée. Il y a le Palacio qui est ouvert. C'est une grosse boîte de nuit Zouk, donc vous comprenez bien que les mecs ils y vont. Donc voilà, c'est un juste milieu en fait. J'ai du mal à comprendre en fait. Tu me dis, mais à quel moment on va. En fait, il faut que l'esclavage soit pratiqué en France pour qu'on puisse se réveiller. Peut-être c'est ça en fait, tu vois. Là pour l'instant ça se passe là-bas. Ils disent ouais mais bon c'est pas mon frère, c'est pas. Alors que j'en connais une connaissance autour de nous. Moi, je connais quelqu'un autour de moi qui a perdu son frère en Libye. Parce qu'il traversait, il s'est fait kidnapper, il a payé 2 fois la rançon, sa mère a payé une fois, il n'avait pas prévenu, et du jour au lendemain ils n'ont plus de nouvelles de son frère. C'est comme ça, quand tu payes 2-3 fois, clac, après il te tue. Voilà, c'est triste, mais faut qu'on arrête d'être. Surtout moi, il y a quelque chose qui m'indigne énormément. Moi, je crois en Dieu. Mais la religion nous a beaucoup tué en Afrique. Ah oui. La religion nous a tué en Afrique. Ça, c'est un autre débat, mais voilà. Ça, c'est ah oui. Mais ça nous a beaucoup tué, puisqu'en fait, moi, je demandais aux gens de venir, je mets un post, je motive les gens, venez, et qui je vois en train de mettre que Dieu les bénisse, hein, que Dieu soit avec eux. Hein. Ils pensent en disant que Dieu, mais lève-toi. Arrêtez tout le temps de dire oui, mais c'est ça qui nous tue aujourd'hui en fait. C'est ça, c'est le gros problème en Afrique. L'Africain émotif et la religion. C'est les deux fléaux qui ont tué l'Africain aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement, à chaque fois qu'on fait du mal, on est toujours en train de dire c'est pas grave, c'est Dieu va faire, Dieu va les punir. Ça fait des siècles, ça fait des millénaires, ça fait des millénaires et on continue toujours. C'est eux qui nous ont ramené la religion en Afrique et ils ne pratiquent même pas ici chez eux. Eux, ils ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas et ils avancent. Ouais, exactement. Et ils avancent. Et c'est ce qu'on devrait faire en Afrique. C'est que de se prosterner tous les jours. Ouais, j'ai pas d'argent, j'ai faim. Qu'on se lève pour aller travailler, pour aller chercher du boulot. Qu'on se lève pour développer, pour faire pas mal de choses. Sinon, on n'ira pas loin. On va rester toujours là, en fait. C'est triste. Et moi, c'est quelque chose qui me révolte, en fait. On n'est pas solidaire. On devrait être plus solidaire. Voilà. Moi, j'insiste. C'est vraiment... frères africains, mais soyons soudés. Putain, on est tellement fort que si on est soudés, les gens, je vous assure, ils vont nous respecter et on ne nous crachera pas dessus. Charline Niobé, je te remercie d'avoir répondu avec autant de générosité à mes questions. Bon, là, il n'y a pas d'humour, mais j'étais très, je suis très révolté en ce moment. C'est ça. Bye, c'est ça. À bientôt. À bientôt.